Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette troisième rencontre du Réseau interuniversitaire québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Thank you so much, McGill, for the warm welcome and having us here, giving us snacks, a nice room, and also to share your best practices. Thank you. We really appreciate it. So it's great to have you here. So today we're going to try to do it bilingual. Obviously, probably more French, but since we're at McGill, and not because we're at McGill, but the idea is that we could all communicate together. Un merci très spécial aussi à l'Université Laval qui a accepté d'assumer les coûts pour filmer cette journée qui est quand même très formative. Et l'idée, pourquoi on a décidé de filmer les autres rencontres, on ne les a pas filmées, il n'y avait peut-être pas une nécessité, mais comme vous savez, le 12 juillet est repassé, mais c'est quoi? C'est le 27 septembre prochain. La majorité des entreprises, des universités doivent remettre un nouveau plan d'action pour les chaires de recherche du Canada. Donc, et aussi, on a, comme vous l'avez reçu, et peut-être comme je vous ai harcelé, peut-être avec les courriels du réseau, la nouvelle charte Dimension que nous vous encourageons très fortement à signer. À ce jour, à ce que je sache, il y a 4 universités québécoises qui ont signé. Donc, il y a l'Université de Trois-Rivières, l'Université de Sherbrooke, l'UQAT, l'Université d'Abitibi-Témiscamingue et, j'en oublie une dernière, Outaouais, l'Université d'Outaouais qui a signé. Donc, McGill a signé hier! Yeah! Donc, on y arrive, mais c'est aussi l'occasion de vous permettre de comprendre c'est quoi ce fameux programme Charte des dimensions, quelles sont les attentes ou en quelque sorte les recommandations des chaires de recherche du Canada à cet égard-là. Mais avant tout commence aussi, c'est comment on bâtit un plan d'équité. Donc, on veut comprendre, je sais que plusieurs d'entre vous que j'ai rencontrés, des personnes qui ne sont pas ici, ne savent pas comment s'y prendre pour élaborer un plan d'équité. Donc, Tania va être là pour nous guider à cet égard-là. Donc, c'est pour ça qu'on filme et c'est pour ça que l'Université Laval a accepté pour qu'on puisse, en quelque sorte, pouvoir envoyer le contenu de la journée aujourd'hui à nos collègues qui vont notamment travailler sur ces questions-là. Éventuellement, cet été, nous avons commencé à travailler le site web du réseau. Donc, l'idée aussi, c'est qu'on puisse mettre toutes les informations, toutes les formations sur le site web du réseau. Thank you so much for our speakers that are not from Montreal, that are from Toronto, that are from Ottawa. Thank you so much for coming and taking your time to present for the network. Hein? No, Québec, yeah, Québec. Québec, désolé, mais il y a toutes les autres. Écoute, il y a Trois-Rivières, tout ça, mais je parle plus parce que, je pense que la personne qui vient du plus loin, c'est Tamar qui vient de Toronto. Est-ce que quelqu'un vient de plus loin? Il faut quand même le souligner, là. Hein? C'est Denise qui l'a envoyé ici, puis elle a dit on va envoyer Tamar ici, fait qu'on n'y est pas. Mais je prends cette occasion-là aujourd'hui aussi parce que ça va être notre dernière rencontre du réseau pour cette année universitaire-là. C'est de remercier chacun d'entre vous, les personnes qui sont ici mais qui ne sont pas ici, qui en quelque sorte ont cru à ce réseau qui s'est développé à travers les mois. Parce qu'on s'entend, notre première rencontre, c'était en novembre dernier à l'ETS. Et comme vous savez, plusieurs d'entre vous, je vous ai rencontrés un à un pour comprendre un peu les réalités liées aux questions d'équité, diversité et inclusion au sein de vos universités. Et de là est venu l'intérêt de se réunir. Et là, j'imagine qu'on est le double. On va être le double aujourd'hui des personnes lors de la première rencontre, mais pas juste ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas être aujourd'hui ici par d'autres engagements parce que c'est les vendredis
de congés au sein des universités. Je ne sais pas quelle université a commencé à avoir congé aujourd'hui, mais ça commence. Donc, merci ceux qui se sont déplacés pour ça. Mais on est rendu à plus de 100 membres individuels au sein du réseau. Et la beauté de la chose, je ne sais pas pour les personnes qui étaient là au début, comment le groupe a changé, comment le groupe s'est diversifié. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est important qu'on ait différentes personnes avec des parcours différents qui puissent partager leur expertise, qui peuvent partager leur expérience. Et je pense que c'est ça qui, d'après moi, va être, parce que je ne dis pas que c'est encore parfait, va être la richesse de ce réseau-là. Aussi, qui me touche personnellement aussi, c'est l'appui de tous les organismes subventionnaires. Fanny est là depuis le début avec le Fonds de recherche du Québec. Maintenant, on a le CRSNG, on a le CRC, désolée, là, les acronymes, là, j'ai mélange tout. Et pas juste ça, des chaires de recherche. Des chaires de recherche qui contribuent également à ce réseau. Et je pense que c'est aussi ça qui permet d'enrichir le contenu des discussions. Et sans oublier, je pense qu'il y avait des personnes malades aujourd'hui, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui aussi, depuis le début, ont beaucoup contribué et appuyé en ce qui concerne le réseau. Et je pourrais pas oublier mes collègues, mes amis, qui ont commencé dans ce projet-là à contribuer parce que c'est devenu tellement gros. Donc, Jeanne, merci d'avoir été là. Carly, Amélie, vous faites vraiment un travail incroyable, puis tout ça ne serait pas capable sans vous, là. Donc, merci beaucoup pour tout le travail de coordination et toutes comme je dis, les choses plates, là, un peu, là. Des fois, c'est... Ben oui, il faut que quelqu'un les fasse. Et comme vous savez... un autre truc que j'ai déjà parlé au sein des deux autres rencontres, mais vous avez vu, ce réseau, il s'est développé de manière très organique. Très organique. C'est la contribution de différentes personnes qui ont bâti ce réseau-là. Et sachez que pour moi, mais je crois, et c'est le message que je veux vraiment transmettre, les questions d'équité, diversité et inclusion, ce n'est pas nécessairement une question d'hiérarchie, une question de pouvoir politique au sein de nos institutions ou le fait d'appartenir à un département en particulier qui a le mandat de travailler les questions d'EDI. L'important, puis je pense, c'est qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Et vous le réalisez, je pense maintenant, c'est de travailler ensemble au sein de vos institutions pour mener à l'avant toutes ces questions d'équité, diversité et inclusion. N'oubliez pas aussi qu'on est très privilégié de prendre ce chapeau-là d'EDI. On ne peut pas prétendre représenter toutes les personnes provenant des groupes sous-représentés, marginalisés, tout ça. Donc, n'oubliez pas qu'il faut donner la parole à d'autres types de personnes quand on parle de ces questions-là. Moi, par exemple, je vous donne tout le temps mon exemple, j'imagine que ça vous fait rire, mais moi, en tant que femme latino-américaine, juste moi, je ne peux pas représenter toutes les femmes latino-américaines au Québec. Pourquoi? Parce que je suis privilégiée. Je suis une femme, j'ai eu une éducation excellente, mes parents m'ont donné, mais je ne peux pas représenter les autres membres de ma communauté. Donc, faites attention quand vous prenez ces chapeaux-là parce que vous êtes privilégiés dans qu'est-ce que vous faites. Et n'oubliez pas, on met beaucoup l'emphase, les femmes, les femmes. Je suis la première à dire « go les femmes ». Mais toutes les questions d'intersectionnalité. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, des femmes handicapées, des femmes de couleur, ainsi de suite. Je ne veux pas m'élargir ça, mais n'oubliez pas, toutes les questions d'intersectionnalité restent centrales. Et pour finir, je sais que pour plusieurs d'entre vous, surtout qui avaient travaillé dans les plans d'action, qui avaient travaillé au sein des ressources humaines, vous pouvez vous sentir isolés quand vous faites l'équité, diversité, inclusion, souvent jugés. Je pense que c'est des choses qui arrivent, mais c'est important d'aller chercher de l'aide,
d'aller chercher, si vous n'êtes pas capable d'avoir de l'aide au sein de vos institutions, c'est d'aller à l'extérieur, collaborer ensemble, partager, parce que c'est lourd à mener tout ce chapeau-là, avec la pression des organismes subventionnaires, avec tout ça, et c'est comme si tout tombe sur nous, et c'est pas correct. Je vous dirais, votre santé mentale est prioritaire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comme on ne peut pas s'attarder comme les autres rencontres à discuter beaucoup parce qu'on a un horaire très chargé. Qu'est-ce qu'on a proposé de faire? C'est de présenter en quelque sorte, de faire un bref résumé de qu'est-ce qu'on a fait depuis notre dernière rencontre qui était en mars. Bon, oui, on a fait 2 formations. On a une formation avec Mentorat Québec, un webinaire sur le mentorat avec Mentorat Québec. Et il y a quelques semaines, on a eu la formation avec Dimitri Girier de l'Université de Montréal sur les biens inconscients, et il va y avoir une suite sur ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est aussi de vous présenter l'avancement des 5 groupes de travail que nous avons actuellement. Donc, un premier groupe de travail qui s'attarde sur la mission et la gouvernance du réseau. Un deuxième sur les définitions de concepts en EDI. Un troisième sur l'auto-identification. Un quatrième sur la carrière professorale et l'excellence. Et un dernier sur la formation interuniversitaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais inviter des leaders de ces groupes-là à venir partager très brièvement les avancements, la planification pour la prochaine année universitaire. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser, et si on n'a pas le temps, peut-être les poser lors des moments de pause. Si jamais vous voulez aussi, si ça vous intéresse, il y a un groupe qui vous interpelle et que vous aimeriez participer, contribuer, s'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. Et avant de commencer ça, juste pour que vous mettiez à l'agenda, la prochaine rencontre du réseau va avoir lieu à l'Université Laval. Donc, on va aller à Québec. Oui, non, mais ça a toujours été... C'est loin, Québec. Non, mais on a toujours fait nos rencontres à Montréal, donc je pense que c'est important qu'on puisse aller aussi voir nos collègues dans d'autres espaces géographiques au Québec. Donc, on a décidé pour l'instant, mais on va avoir plus de clarification, de faire 2 journées de travail. Donc, ce serait le 3 et le 4 octobre. Le 3 octobre, on voudrait inviter les personnes qui travaillent dans les groupes de travail à se rencontrer, peut-être continuer à travailler, parce que des fois, quand on travaille face à face, ça fait des fois avancer plus les travaux. Donc, l'idée, c'est que aussi les groupes de travail puissent interagir, parce que vous allez voir, ceux qui font partie de plusieurs groupes de travail, les choses s'entrecoupent et là, on devient un peu mélangé. Mais fait que l'idée, c'est qu'on puisse partager. Et après le 4 octobre, qu'on puisse avancer et présenter ça à l'ensemble des membres du réseau. Et l'idée, si vous avez des idées ou un format que vous privilégiez ou que vous encouragez, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse planifier du mieux qu'on peut la rencontre du 3-4 octobre, qui est après la remise de vos plans d'action. Donc, merci. Sophie a promis du champagne. Oui. Donc, on va commencer maintenant. Je vais inviter mes collègues Sophie Brière, professeure titulaire au département de management de l'Université Laval, ainsi que Christina Constantidinis, professeure au département de management et technologie de l'UQAM, qui vont venir vous présenter un peu qu'est-ce qu'on a fait, notre planification pour le réseau. On est correct? Bon, alors ça me fait plaisir de vous présenter les résultats de notre groupe. Donc, on est combien? On est 5-6 personnes, je pense. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, et puis on fait ça par Internet et tout ça de façon très conviviale. Donc, il y a Jeanne, je pense, qui est avec nous un peu, quand elle peut. Il y a Laurie Laplanche, qui est de l'Université Laval aussi. En tout cas, vraiment un petit groupe. Puis, on a commencé, on a eu 2-3 rencontres, puis Dès la première rencontre, on a décidé là, que le réseau, pour sa gouvernance, sa structure et tout ça, devait s'organiser un peu. Parce que moi, j'ai posé des questions. J'avais fait seulement une rencontre, puis je me disais, c'est qui gère ça? C'est quoi les ressources? C'est quoi la structure et tout ça? Parce que ça m'apparaissait déjà assez gros comme réseau. Et puis bien, elle m'a dit, c'est un peu tout le monde, c'est un peu moi, tout ça. Fait que on s'est dit que ça serait peut-être une bonne idée de
créer une organisation, donc une OBNL, vraiment, pour donner un statut là, au réseau pour pouvoir par la suite se structurer, aller chercher des ressources. Et puis pour Bibiana aussi, là, je pense, organiser un peu sa fonction. Et en tout cas, on est vite arrivé à cette conclusion-là. Oui. Ça permettra aussi de structurer davantage et d'être au niveau de la visibilité du réseau. On s'est dit aussi que ce serait un avantage d'avoir une OBNL, une structure, pour représenter finalement notre réseau, notre communauté. Puis c'est surtout un levier pour aller chercher des ressources, là, je pense aussi, vous me comprendrez, parce qu'à un moment donné, on peut pas vivre juste d'amour et d'eau fraîche. Et là, chaque université contribue de façon, de son bon vouloir, mais moi, j'avais peur que ça s'essouffle à un moment donné. Donc, je me suis dit, on va tout de suite prendre les devants pour se structurer le plus tôt possible. Donc, vous connaissez Bibiana dans son dynamisme exemplaire et tout ça. On a déjà entrepris les démarches, on s'est informé. Bon, qu'est-ce que ça prend pour créer une OBNL? Là, moi, je suis prof d'université, j'ai pas fait ça toutes les semaines. Christina non plus. Alors, on est déjà là-dedans. Et puis, on est sur le point de remettre notre formulaire. Donc, on a le plaisir de vous annoncer qu'on avance et que ça va se concrétiser dans les prochaines semaines, si ça convient à tout le monde. Et puis, l'important, c'est de créer l'OBNL. Donc, ce matin, on se disait, mais c'est nous qui sommes un peu les garants de ça, là, moi et Christina. Donc, on crée une OBNL cette année avec Bibiana, on est 4-5. Et puis, par la suite, là, on réfléchira vraiment à la structure de gouvernance, parce que ça prend un conseil d'administration et tout ça. Donc, on reviendra vers vous pour discuter de ça. Si vous voulez vous impliquer ou si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. Puis, alors, l'important, c'était de créer quelque chose. Puis après, on va prendre le temps pour pas retarder le processus. On va prendre le temps de bien se structurer dans ce qu'on veut faire comme réseau. Donc, il y a peut-être pour le volet un peu international aussi. Voilà, on a décidé aussi on s'est dit que c'était une bonne idée de développer des collaborations avec l'international. La fois dernière, en fait, Sophie avait présenté ce qu'il faisait comme travaux en France. Et puis moi, du côté du Luxembourg, donc ils sont tout à fait ouverts, je pense, d'un côté comme de l'autre, à des collaborations, des échanges de bonnes pratiques, des échanges de connaissances, peut-être faire venir quelqu'un, puis ici pour partager leur expérience, et puis peut-être aller là-bas pour présenter la nôtre, et comme développer finalement nos connaissances, mutualiser sur ce qui est déjà fait dans d'autres pays comme ici. Hein, donc ils sont tout à fait... en France comme au Luxembourg, disposés à collaborer avec nous, à échanger et potentiellement par la suite peut-être élargir même à d'autres pays parce qu'il y a pas mal de pays qui ont développé des chaires à leur diversité en Europe, on en parlait ce matin, donc en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc. Et peut-être sans se copier, hein, mais en tout cas échanger et s'inspirer des pratiques qu'il y a dans les différents pays. Là, c'est vrai. C'est un peu ça. Donc voilà, on a pris les premiers contacts, ils sont ouverts à... Donc si vous avez des échanger contacts aussi, des partenaires, voilà. Déjà mettre dans la mission du réseau ce volet-là qu'on juge vraiment important, tant pour les bonnes pratiques, comme tu disais, que pour comment eux-mêmes se sont structurés, on peut apprendre de ça aussi, comme jeune réseau. Je ne sais pas si on oublie quelque chose, Bibiana? Ou... Non, je pense que c'est très bien. La seule chose peut-être que j'aimerais souligner, c'est que toute la paperasse, tout ça, Amélie est en train de faire un travail incroyable. Donc, de savoir si ben là, on va s'enregistrer comme au BNL, au fédéral et tout ça, mais c'est quand même beaucoup de travail qui est lié à ça. Donc, merci Amélie. C'est vrai qu'on reçoit les courriels. Nous, le travail est pré-mâché finalement par Amélie. Tout à fait. Un grand merci. Est-ce que vous avez des questions? Bon, déjà, merci beaucoup pour ce gros travail-là que vous faites. Je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, je voulais vous poser une question justement sur les réseaux. Vous êtes au courant s'il existe déjà en ce moment des réseaux internationaux auxquels on pourrait simplement adhérer? Il y a le réseau, alors je ne sais pas si c'est européen, je pense que c'est Réseau européen des chartes diversité qui organise, je pense, chaque année une rencontre de toutes les chartes diversité. J'ai dit char tout à l'heure, c'est chartes diversité, qui organise donc chaque année une rencontre de tous les représentants des chartes, les chartes diversité donc des différents pays, où ils présentent chacun leurs travaux en avancement. Donc là, je pense que c'est déjà un lieu où on pourrait peut-être
s'intégrer assez Mais c'est- facilement. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire, tu sais, Ouais. une espèce de recherche systématique, là. Mhm. Une expérience, Ouais. ce serait une excellente idée. Il y a quelque chose qui existe au Canada aussi, là, qui s'appelle... Ben, avec l'équipe de Ryerson, en fait, avec Denise O'Neill-Green, on est en train de travailler pour voir comment on peut bâtir un réseau national. Donc, évidemment, le réseau resterait, mais l'idée, c'est qu'on puisse aussi aller bâtir un réseau national. Denise, elle travaille beaucoup à cet égard-là. Elle organise des roundtables à chaque février-mars. Et j'ai été en discussion avec Denise, puis je pense qu'on a parlé pour ceux qui étaient à Cara un peu la semaine passée. L'idée, c'est d'agrandir et de prendre un peu différents modèles, mais Denise a présenté un peu le modèle qu'on a ici et qu'on puisse l'expandre au national. Donc, pour notre deuxième groupe, je vais faire venir ma collègue Véronique Leduc, qui est professeure au département de communication sociale et publique, et elle va venir nous parler un peu en quoi consiste notre travail sur les définitions en équité, diversité et inclusion. Micro. Bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Tout à l'heure, Bibiana disait merci à tout le monde. Moi, je vais prendre le temps de remercier Bibiana et je te lève mon chapeau. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'est vraiment un travail impressionnant qui a été accompli depuis le début. Et puis aujourd'hui, c'est la première fois que je m'exprime en LSQ depuis que le gouvernement fédéral a adopté la loi sur l'accessibilité, la loi C-81, qui inclut la reconnaissance officielle de la LSQ et de la SL. Donc, peut-être vous êtes au courant. Donc, ça fait plusieurs années que la communauté sourde lutte pour la reconnaissance et demande la reconnaissance des langues des signes, comme plusieurs pays dans le monde l'ont déjà fait. Et le Canada tardait à le faire et ça fait plusieurs années qu'on le demandait. C'est un moment historique. Donc, le 29 mai. Aujourd'hui, en résumé, donc le groupe 2, c'est la définition des concepts. Donc, merci à quelques personnes qui ont contribué. Donc, c'est un premier, il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce premier groupe-là. Donc, c'est très précieux les contributions que vous avez faites. Principalement, ce qu'on va faire, c'est un glossaire, des termes en lien avec le domaine des EDI, donc équité, diversité et inclusion. Et puis, donc, le vocabulaire est important. Quand on prend les mauvais mots, donc souvent les conséquences sont cause de l'oppression. Donc, l'objectif qui est donc avec l'EDI, c'est de prendre, de savoir quels termes à utiliser et les utiliser par la suite. Donc, on va développer un glossaire. Par exemple, l'oppression systémique, qu'est-ce que c'est? Le capacitisme, le tokenisme. C'est traduit aujourd'hui, donc tokenisme. Donc, inclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça va être intéressant de voir les définitions de chaque personne. On va en prendre un peu partout. On va faire un recensement de ça. Puis, ce qui est prévu, c'est d'avoir un glossaire déjà à la prochaine réunion en septembre. Le 3 et 4 octobre, pardon. Est-ce que j'oublie quelque chose? C'est très bien, merci. Est-ce qu'on a des questions concernant le glossaire, la définition des concepts en EDI? Oui. Des questions, c'est clair? Donc, c'est ça, l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble pour sortir un glossaire bilingue. Je pense que je rajouterais juste bilingue. Est-ce que le groupe 2 s'attend à ce que tous les membres du réseau puissent proposer des mots? Est-ce que c'est le comité, le sous-comité seulement qui propose? C'est vous? Est-ce que vous voulez proposer? Si vous voulez proposer des termes qui méritent d'être définis, je pense que c'est une excellente idée que ce ne soit pas juste le groupe 2. Le groupe 2 a des idées. C'est sûr qu'on a chacun nos bagages. Mais en fait, je trouve que c'est une très bonne idée. S'il y a peut-être qu'on peut envoyer un espèce de Google Form ou quelque chose et que vous puissiez nous dire quel terme vous voulez qu'il soit défini dans le cadre de ce glossaire-là. Sylvain? Une question pour Véronique. Le terme manque pour participer à ce groupe-là, que je trouve fort intéressant. Est-ce que vous
vous avez pensé à rimer aussi sur la loi 56 qui finit le handicap à partir d'une situation. Ah. Je le fais. C'était impressionnant. Véronique, je voulais juste savoir si vous aviez pensé peut-être à rimer aussi toute l'idée des personnes handicapées, de situation de handicap qui est très, très courant au Québec, mais dans la francophonie, belge, française et autres, pour qu'on ait quand on parle de personnes handicapées, si on parle des situations de handicap, tout de suite, on va avoir des référents communs avant d'aller dans des tendances qui, des fois, sont à la mode, qui viennent du courant anglo-saxon, mais qui ne sont pas appropriées par le monde francophone. Donc, quand on parle, on compare des choses qui ne se comparent pas. Et moi, comme j'ai siégé sur le conseil d'administration du RIPPH, qui est le Réseau international de processus de production de handicap, j'ai les équivalents anglophones, donc ça pourrait être intéressant de faire connaître ça aussi au truc. Donc, si je peux peut-être m'envoyer un courriel, je pourrais peut-être... Ouais. Merci. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le groupe 2? C'est bon? OK, on y va maintenant avec le groupe 3. Donc, le groupe 3 est l'idée par notre collègue, mais qui n'a pas pu être ici parce qu'elle elle était dans l'avion, elle revenait de Vancouver, tout ça. C'est Théo Blackburn, vous la connaissez, de l'Université de Concordia. Donc, c'est sur l'auto-identification. Mais on a toujours Dimitri pour nous. Dimitri participe à ce groupe-là et donc est quand même très impliqué au niveau de ce groupe-là. Donc, je pense qu'il va il est capable de nous faire un bon wrap-up de qu'est-ce que nous avons entamé, quelle est notre planification dans les prochains mois. Bonjour tout le monde. C'est comme ma semaine de parler devant tout le monde. J'ai l'impression d'être professeur. Ça tombe bien. Prof, puis pas PhD. J'adore ça. C'est merveilleux. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu l'objectif qu'on visait à travers ce groupe-là sur le questionnaire auto-identification, c'était de trouver le meilleur moyen pour faire en sorte que la majorité des employés complètent le questionnaire auto-identification avec une compréhension claire de ce que signifie chacune des définitions. Donc, à travers le comité, on est 5-6, je crois, à travailler dans ce comité-là. On voulait essayer de répondre à un certain nombre de questions, à savoir qui doit compléter le questionnaire auto-identification, répondre à la question « quoi », c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans le questionnaire auto-identification, quelles sont les questions que l'on va poser, doit-on s'arrêter uniquement aux éléments de diversité qui sont inclus par la loi québécoise sur l'accès à l'égalité en emploi, ou pouvons-nous rajouter d'autres questions? Donc, on a la chance d'avoir quelqu'un de la Commission québécoise des droits de la personne qui nous aide à réfléchir à ces éléments-là. Donc, qui doit le compléter? Quoi? Qu'est-ce que l'on met dans le questionnaire? Quand? Répondre à la question quand, à savoir quand demandons-nous aux employés de compléter le questionnaire auto-identification. Vient aussi la question à quelle fréquence. Donc, devons-nous leur demander de le compléter juste au début lorsqu'ils sont engagés ou devons-nous, à un moment donné, le faire de façon périodique, aux 3 ans, aux 5 ans, aux 10 ans, pour s'assurer d'avoir un portrait qui soit le plus à jour possible. Une autre question qu'on se demandait, c'est comment le déployer, donc comment s'assurer d'avoir une campagne de communication qui vise à sensibiliser les employés à pourquoi ils doivent le compléter, comment ils doivent le compléter, que signifie chacune des définitions qu'il y a à travers qu'il y a dans le questionnaire. Et la dernière chose qu'on se disait, c'est que voulons-nous faire avec les informations qu'il y a dans le questionnaire auto-identification? Oui, la raison première du questionnaire, c'est la reddition de comptes aux différents paliers de gouvernement, que ce soit dans le cadre des chaires de recherche, que ce soit à la Commission québécoise ou à la Commission canadienne, en fonction où on est sur les contrats fédéraux ou pas, mais aussi comment à l'interne on peut utiliser cette information-là pour oui, avoir un portrait réel de l'ensemble de nos employés, mais peut-on se servir de l'information pour les consulter sur l'ensemble de nos pratiques, que ce soit les pratiques ressources humaines, que ce soit les pratiques visant les étudiants, que ce soit aussi les consulter, organiser des focus group pour essayer de trouver des solutions avec les personnes ciblées, comme par exemple les personnes en situation de handicap, comment pouvons-nous rendre les bâtiments, les sites Internet qui sont plus accessibles pour les communautés autochtones, les Premières Nations, que devrions-nous faire pour
mieux prendre en considération la réalité et la science, la culture autochtone dans l'ensemble de notre enseignement. Ça peut être ce genre de choses qu'on pourrait faire. Donc, on souhaite à travers ça, répertorier au même endroit différents exemples de questionnaires auto-identification qui sont utilisés par différentes universités ou d'autres organisations ou institutions et s'assurer de, ensemble, à travers les bonnes pratiques que nous avons, délimiter et identifier des lignes directrices pour s'assurer de quel genre de questions on peut poser, comment les poser pour être toujours en ligne avec les différentes législations et s'assurer que de trouver la meilleure façon pour que la majorité des employés puissent le compléter, puis que ça puisse être un outil qui soit utile au quotidien pour améliorer l'ensemble de nos pratiques, oui, de diversité, mais aussi des pratiques d'inclusion. Donc voilà. On a une prochaine rencontre, je pense, en juillet, le 12 juillet. Puis on va commencer à répondre à chacune des questions dont je viens de vous présenter. Donc, qui, quoi, comment, pourquoi, quand, à quel moment, quelle fréquence, etc. Donc, c'est à vitesse grand V, là, c'est un peu tout ça qu'il faut que ce soit prêt, effectivement. Oui, Dimitri, une chose que je voudrais rajouter, c'est aussi, on veut des recommandations claires de la Commission des droits de la personne en ce qui concerne les 6 informations et le recrutement des professeurs. Parce qu'oubliez pas que le recrutement des professeurs se fait par les pairs. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Et donc, puis cette semaine, on a réussi à avoir une juriste de la commission, une avocate et une juriste de la Commission des droits de la personne qui va essayer d'intégrer ou nous aider à avoir des recommandations claires en ce qui concerne le recrutement des professeurs et l'auto-identification. Oui, attends. Est-ce que le questionnaire va aussi pouvoir servir à quantifier la population étudiante? C'est pas quelle bonne question. En fait, c'est pas une question qu'on s'est posée à ce moment-là, mais je sais que dans certaines universités, c'est une question qui se pose et que il y a certaines universités qui commencent à réfléchir à est-ce que c'est un questionnaire similaire pourrait être utilisé. Donc, c'est un bon point. On va le rajouter dans nos éléments parce qu'effectivement, on pourrait se poser la même question pour les étudiants, pour s'assurer aussi de voir dans un continuum étudiant-employé, ce qui arrive parfois qu'on ait effectivement le même niveau d'information, puis voir effectivement si nos étudiants vivent des situations particulières. Je pense qu'un point qui est important où le questionnaire pourrait être utile, c'est la rétention. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pertes au fur et à mesure des années dans un programme universitaire des différents groupes. Absolument. Bien, s'il y a un exemple, puis c'est pas pour... je sais que je fais beaucoup de promotion pour Ryerson aujourd'hui, là, mais... mais si vous allez sur le site de Ryerson, ils ont la section Self-ID Report. Donc, ils ont une section pour le personnel et une section pour les étudiants. Donc, je pense que c'est pas bête à tenir compte qu'il faudrait... On n'a pas parlé de discuter de ça, mais c'est intéressant. Je vais le rajouter, oui. Puis, il y a peut-être d'autres éléments aussi que je sais que nous, à l'Université de Montréal, on commence à regarder comment les déterminants socio-démographiques ont un impact sur la réussite scolaire et universitaire. Donc, qui ne sont pas des éléments qui rentrent dans le questionnaire auto-identification, qui sont, oui, le handicap, les communautés autochtones, femmes, minorités visibles, minorités ethniques, etc. Mais comment le fait de venir de parents qui sont plus de milieux socio-démographiques moins favorisés a un impact sur la réussite, puis comment on peut contribuer comme institution universitaire à favoriser la progression puis la réussite des étudiants qui sont dits moins favorisés. Donc, c'est d'autres éléments qui pourraient rentrer dans le questionnaire qu'on mettrait pour les étudiants pour s'assurer que l'université contribue à être un ascenseur social pour des populations qui sont moins favorisées. Donc, excellente idée. Ouais. Oui, bien justement, je voudrais peut-être rajouter là-dessus. Je pense que certaines institutions sont peut-être plus avancées justement au niveau du recensement étudiant versus le recensement parmi le personnel. Donc, peut-être qu'il y a des éléments à aller acquérir de ce côté-là. En tout cas, je pense que ce serait intéressant de voir s'il y a des trucs à aller chercher. Tout à fait. Pour en fait une présentation il y a quelques années avec une collègue de l'Université d'Ottawa, il y avait une pratique que j'avais vraiment, vraiment grandement appréciée. C'est que le personnel enseignant était informé avec la liste des présences des étudiants et des étudiantes dans son cours de l'origine
d'où étaient les étudiants. Comme ça, l'enseignant ne pouvait pas se retrouver devant une classe et dire « Ah, ben c'est des Asiatiques, mais c'est des Asiatiques qui sont venus au monde au Canada, alors que c'est des étudiants asiatiques étrangers. » La préparation du cours permettait, au regard de ces informations-là, à l'enseignant ou à l'enseignante de se préparer préalablement. Donc, il y a peut-être là quelque chose à s'inspirer. Tout en recueillant des informations, on aide le personnel à mieux se préparer pour enseigner. Je vais prendre une dernière petite question. C'est tout, là. C'est quant à la confidentialité des données, parce que si on fait ces recensements, on demande aux profs, aux chargés de cours aussi, de remplir les formulaires. Et puis, le programme du chaire de recherche nous demande de consulter ces 4 groupes désignés. Bon, ça veut dire que il y a du monde qui va avoir accès à ces données-là pour pouvoir identifier et consulter. Je trouve ça un peu problématique et puis peut-être creuser un peu sur la question de à la fois comment garder ça confidentiel, mais comment s'en servir pour les consultations. Un des éléments c'est un excellent point, l'importance de la confidentialité pour crédibiliser le fait que les données ne sont pas servies à d'autres fins que celles de reddition de comptes aux différents paliers de gouvernement. Ce que j'avais déjà sondé la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission québécoise nous disait à peu près la même chose, c'est que il est possible de rajouter une question dans le questionnaire qui est « Souhaitez-vous être consulté sur des pratiques de développement de ressources humaines ou de pratiques reliées à la formation, à l'enseignement, etc. » Et les personnes peuvent répondre par oui ou par non. Et on aurait le droit à ce moment-là de consulter uniquement les personnes qui auraient répondu oui au questionnaire. Et on écrit clairement qu'ils pourraient être consultés sur un des éléments ou des groupes auxquels ils appartiennent. Donc, puis alors là, il y a tout le problème de l'intersectionnalité, là, ça c'est sûr et certain, comme le parlait Bibiana tout à l'heure. Mais effectivement, on pourrait sortir la liste des personnes qui sont identifiées comme un handicap et qui ont répondu oui à cette question-là. Et c'est seulement ces personnes-là qu'on pourrait consulter. Mais ça nous permettrait aussi de rajouter beaucoup d'autres questions qui ne sont pas reliées aux 4 ou 5 groupes, mais peut-être rajouter des questions qui sont reliées, par exemple, à l'orientation ou l'identité sexuelle ou plein d'autres. Le statut d'immigrant, par exemple, c'est pas une question qui est posée dans le cadre du questionnaire au sens de la loi, mais c'est pas un des motifs de discrimination. Donc, on pourrait rajouter beaucoup d'autres questions qui nous permettraient d'avoir un portrait beaucoup plus exhaustif, je dirais, du profil et de nos employés et de nos étudiants et pouvoir les consulter sur ce qu'ils vivent au quotidien et quels sont les obstacles auxquels ils font face. C'est bon? Bon. Donc, on va y aller. Merci. On va y aller avec le groupe 4 maintenant sur la carrière, oui, carrière professorale et l'excellence avec Fanny Eugène, conseillère stratégique à la direction scientifique et conseillère en équité, diversité et inclusion pour le Fonds de recherche québécois. Bonjour, j'ai l'impression d'être dans une conférence de presse, c'est un peu intimidant comme micro. Donc, c'est ça. Nous, on travaille sur la carrière professorale et la définition de l'excellence, comment on la mesure. Parce qu'on met en place beaucoup de mesures pour l'équité, diversité, inclusion, mais il reste que la façon dont on mesure l'excellence est sujette au biais, d'abord parce que si on demande à n'importe qui c'est quoi l'excellence en recherche, on va avoir des définitions un peu floues, mais c'est aussi un peu croisé avec la productivité, la performance. Donc, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Puis c'est important que c'est important pour moi d'être dans ce groupe-là parce que les universités peuvent pas bouger là-dessus sans que les organismes subventionnaires bougent là-dessus également dans la même direction parce qu'on recrute des profs qui vont obtenir des subventions habituellement dans les universités. Donc, on a choisi de restreindre le focus à la carrière professorale, donc aux professeurs dans les universités et non à la relève étudiante. Mais en même temps, il y a un travail qui se fait en parallèle similaire par le Comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche du Québec qui regarde la notion de l'excellence et la façon dont c'est mesuré dans les programmes de bourse au provincial et au fédéral. Donc, on va se parler et échanger là-dessus. D'ailleurs, il y aura peut-être une invitation qui sera faite à quelqu'un du Comité intersectoriel pour venir vous parler de ça. Puis, ce qu'on va faire, ça va se décliner en 3 volets.
Donc, on va d'abord identifier c'est quoi les défis, les enjeux qu'on voit pour l'équité, la diversité et l'inclusion dans la façon dont on définit et on mesure l'excellence en ce moment, soit dans le recrutement, la progression de la titularisation, l'agrégation dans les universités, mais également dans les concours de subvention, les programmes de subvention des organismes subventionnaires. Ensuite, identifier les bonnes pratiques au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde, sur des changements qui ont été apportés à la façon dont on évalue l'excellence en recherche. Puis finalement, de produire des recommandations pour les organismes subventionnaires et les universités. Le but, c'est vraiment d'outiller les personnes qui s'occupent des comités de recrutement, d'agrégation, de titularisation dans les universités, les personnes des ressources humaines, puis également les personnes qui développent les programmes dans les organismes subventionnaires. L'échéancier qu'on s'est fixé, on aimerait ça arriver avec une synthèse des enjeux en octobre, notamment pour la rencontre du réseau, mais aussi pour le colloque de la DARU. On aimerait ça aller rencontrer les administrateurs et les administratrices de la recherche qui font beaucoup de travail là-dessus dans les universités. Puis en fait, c'est en grande partie ces personnes-là qu'on veut outiller. Donc, on a des plans pour avoir une petite formation à la DARUC à l'automne. Puis, on aimerait ça avoir des recommandations pour le printemps. Donc, des recommandations de mesures concrètes qu'on peut mettre en place. Donc, je pense que j'oublie rien, mais s'il y en a d'autres dans le groupe qui veulent rajouter... Des questions, commentaires? Oui, alors je suis une prof, alors je pose beaucoup de questions. Je posais beaucoup de questions comme étudiante aussi. Effectivement, c'est des questions qu'on s'est posées chez nous aussi. Chez nous, c'est Polytechnique. Donc, on s'est posé beaucoup de questions et j'ai commencé à former un petit comité pour réfléchir à ça au sein même de l'institution, sans savoir que c'était déjà en route ici. Je pense qu'on a besoin de se parler un petit peu plus avec mes collègues qui étaient ici dans les réunions précédentes. On s'est dit que dans notre groupe, ce serait bien d'avoir quelqu'un de l'industrie qui vienne apporter une vision non académique à la question. Pour être sûr qu'on n'ait pas dans notre façon d'éliminer des biais. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Je pense que c'est pas fou. En fait, ça m'amène à deux petits points que j'ai oublié de dire. On aimerait ça intégrer une consultation là-dedans au sein des universités. C'est sûr qu'on va voir nos ressources et nos capacités, mais on aimerait ça avoir un sondage en ligne qui serait quand même succinct, mais accessible à tous, accompagné de groupes de discussion pour certaines questions plus spécifiques. Mais effectivement, l'industrie, j'ai même pas pensé à ça, mais c'est vrai que quand on est toujours dans notre milieu, on est habitué de faire les choses d'une certaine façon, puis un regard extérieur, c'est pas fou. Puis, en fait, l'autre chose que je voulais dire, c'est si vous êtes prêt à partager avec notre groupe des critères de recrutement qui sont utilisés dans vos universités, des critères de promotion qui sont utilisés même pour des prix qui sont attribués dans vos universités avec notre groupe, ou si vous voulez joindre notre groupe, écrivez-moi. Moi, toute l'information va être utile. Gianne? Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Annie, avec Tania Saba et puis Dimitri, on avait travaillé à l'organisation d'un panel de partage d'expérience avec justement des professionnels de l'industrie sur l'EDI, fait qu'on pourrait très certainement vous faire des propositions de personnes qui ont une expertise là-dedans, si vous voulez, des gens sur le comité. D'accord. Je note. Je sais plus si je suis dans ce groupe-là. Moi, je suis dans ce groupe-là. Oui, hein? Je sais que je te vois dans un des groupes. Je suis dans 3, là, puis je viens mêler. Je me semble que ça a du bon sens, parce que ça m'intéresse beaucoup. Puis je voulais dire, nous, à l'Université Laval, là, on va entreprendre une consultation là-dessus, puis ça va faire partie de nos questions, tant sur comment on peut, travailler plus à des critères d'inclusion et de DI là, dans la carrière des professeurs pour le recrutement, mais aussi là, tout le parcours de carrière, puis c'est lié. On peut pas travailler l'un sans l'autre, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui se font assez au niveau de ces critères-là chez nous. En tout cas, je pense que ça va valoir la peine d'avoir une réflexion. Puis nos facultés vont être consultées là-dessus. Là. Fait qu'on pourra suivre ça ensemble. Oui. Est-ce que je peux profiter du micro tant qu'à avoir comme une conférence de presse organisée? Je voulais moi aussi ajouter mon petit grain de sel pour remercier Bibiana. Puis franchement, ça ici, là, c'est comme de l'or pour les fonds de recherche de pouvoir parler
à toutes les universités. Moi, parce que, tu sais, on parle d'être isolé là-dessus, mais c'est ça, d'avoir accès à plusieurs personnes puis de pouvoir bouger tout le monde, tout le Québec dans le même sens, là, c'est merveilleux. Puis je sais que c'est porté pas mal à bout de bras, souvent, par Bibiana et ses complices. Merci. 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 Parfait. Et maintenant, on va y aller avec notre dernier groupe sur la formation interuniversitaire. Donc, ce groupe-là, quand même un groupe qui est très important, et l'idée par Ève Langelier, mais Ève ne peut pas être aujourd'hui ici avec nous. Donc, Amélie et Dimitri vont nous parler un peu des avancements de ce groupe-là. Alors, bonjour tout le monde. Je vais présenter très brièvement les formations sur lesquelles on travaille déjà ou qui ont déjà même été données. Donc, premièrement, l'Université de Sherbrooke, une introduction à l'EDI dans le contexte universitaire déjà créé. L'idée, c'est de faire 4 capsules en ligne qui vont être mises sur, je pense, c'est Modulos que ça s'appelle, pour l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est Ève Langelier à qui vous pourriez poser question si jamais vous étiez intéressé. Mais on va vous tenir au courant. Ensuite, Institut Femmes, Société, Égalité, Équité de l'Université Laval, on parle d'intégrer l'intersectionnalité en recherche en EDI. C'est Laurie, pas là. Ah, OK, qui pourrait nous en parler. Ensuite, Ladaruc Pascal, qui est ici, qui pourrait vous parler éventuellement. On parle en novembre, l'EDI en recherche. Oui, alors, à l'automne, fin novembre, il y aura l'atelier de l'ADARUC, l'atelier annuel. L'ADARUC, c'est l'Association des administratrices et administrateurs de la recherche au Québec. Donc, le programme complet des 2 journées, il n'est pas fait encore. Le comité doit se réunir, puis on aura plus de détails par la suite. Mais on a un atelier sur les nouvelles exigences, là, genre les subventions Nouvelles Frontières, où les chercheurs doivent expliquer dans la subvention comment ils appliquent le DI, comment ils forment leurs équipes de recherche pour respecter le DI, comment ils forment leur personnel hautement qualifié et tout ça. Donc, l'atelier va porter sur cette question-là. Ça va être fin novembre. Normalement, ça devrait être à l'Université Laval, mais on est en attente d'une salle, de confirmation de salle. Et puis, pour assister, cependant, l'ADARUC, c'est une association professionnelle, donc il faut être membre. Donc, il y aura des frais à payer pour l'inscription à l'association, mais normalement... 60 $. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, il y aura cette partie-là sur l'EDI en recherche, puis on va continuer à réfléchir là, au reste de la programmation, mais on sera en mesure de vous en parler plus probablement à la fin de l'été, là, parce qu'on a un peu de mal à se rencontrer. Et c'est les 21-22 novembre. Oui, mais ça dépend de la salle, je pense, non? C'est vraiment la date fixée? En tout cas, c'est 21-22 novembre. S'il y a des changements, vous serez avisé de toute façon en temps et lieu. Donc, voilà. Alors, normalement, il y a Fanny qui est là, Bibiana, évidemment, Ève Langelier, puis est-ce que Véronique est aussi? Je ne me rappelle plus, non? Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, il y aura plusieurs personnes sur ce panel-là pour vraiment nous aider à réfléchir comment on peut accompagner les chercheurs dans la réflexion qu'ils ont à faire eux-mêmes là, sur la façon dont ils font la recherche. Voilà. Merci. À l'Université d'Ottawa, il y a une doctorante qui fait partie d'un projet Héros de chez nous qui offre une formation sur les identités de genre et qui va travailler avec nous, avec le réseau. On va sûrement aussi créer des capsules avec cette formation-là qui va pouvoir servir. Ça, c'est nouveau. Bibiana qui travaille actuellement sur une formation de recrutement des professeurs. Là, je vous parle de ça, c'est tous des projets et pour tous ceux et celles qui veulent y participer, donner un coup de main, vous êtes vraiment les bienvenus parce que c'est du travail d'équipe qu'on fait là, pour le montage pas le montage nécessairement, là, mais la création, le contenu, etc. Donc, n'hésitez pas à dire si vous êtes intéressés. Il y a éventuellement une formation comment bâtir un plan d'équité avec Tania Sabat. Donc, on va regarder si là aussi, il y a un moyen de créer des capsules. Ça, c'est une autre formation.
Il y a déjà deux formations qui sont passées. C'est là que je vais céder la parole, entre autres, à Dimitri. Donc, il y a eu la formation par Mentorat Québec sur le mentorat en EDI et il y a eu la formation offerte par Dimitri, mais à Ivado sur les biens inconscients. Et on va utiliser qui s'est très bien passé, soit dit en passant, et on va utiliser ça pour créer des capsules également, et ce qui comme vous le savez, est très pertinent dans le milieu. Et avant de céder la parole à Dimitri pour en discuter, on est en train d'explorer deux choses, deux avenues, en lien avec le mentorat, une avec Academos, donc voir s'il y a quelque chose à faire avec ça, qui est une plateforme de mentorat pour des jeunes de 18 à 35 ans. Voir s'il y a quelque chose à faire au niveau de l'EDI à ce niveau-là. Et aller voir du côté de Catalyst, si vous les connaissez, qui offrent des formations aux entreprises aussi. Semble-t-il qu'il y a des formations même qui sont gratuites là-dedans. Voir qu'est-ce qu'on peut, si on peut collaborer ou même utiliser leurs services. Donc, je cède la parole à Dimitri pour la formation. Donc, pour la formation sur l'atelier sur les biens conscients, on l'a fait au mois d'avril. Je me souviens bien, en fait, je ne sais plus trop. Mais C'était il y a 2 semaines. Ça me paraît tellement loin. C'est passé trop de choses depuis, désolé. Donc, effectivement, il y a 2 semaines, j'ai animé un atelier donc, sur les biens conscients. L'atelier a été filmé et il y a une partie de l'atelier, en tout cas la portion la plus théorique, qui va être retravaillée pour faire en sorte d'être rendue accessible à toutes les personnes qui n'ont pas pu être là à ce moment-là. Mais surtout, le gros du travail qu'on est en train de faire avec Bibiana, Gianne, Maxime, c'est de s'assurer de créer en fait 3 courtes capsules qui vont parler des biens conscients. La première capsule se veut un peu une présentation de ce que c'est un bien conscient, comment il se forme, quel impact, comment il se forme, puis donner quelques définitions, à quel moment ils interviennent. La deuxième capsule va viser principalement à voir quel est l'impact des biens conscients, donc notamment sur une personne, puis comment ça a changé les choses dans la façon dont les personnes peuvent se comporter, les actions que l'on prend, donc rendre les choses un petit peu plus concrètes. Et la dernière capsule va viser aussi à dire quelles sont les actions qu'on peut mettre concrètement en œuvre pour faire en sorte de minimiser l'impact des biens conscients dans le quotidien, notamment dans le processus de recrutement, parce que c'est un des moments dans le cycle de gestion du talent et de la diversité où les préjugés, les biais ont beaucoup d'impact et qui peuvent être une barrière à l'entrée pour certains groupes. Donc, 3 courtes capsules que l'on veut le plus courtes possible, mais quand même avec assez de contenu pour être en mesure de donner le maximum d'informations. On vise à 3-4 minutes maximum pour s'assurer que ce soit facilement utilisable et que les gens ne soient pas découragés après quelques minutes en disant c'est trop long puis je ne le fais pas. Mais un bon complément avec ce qui se fait déjà, notamment par Champ de recherche Canada, etc. Mais qui, on l'espère, va être le plus utile possible. Donc voilà. Est-ce que je... Oui, c'est très bien une question. Je pense que Véronique une question. Merci, c'est vraiment super intéressant. Je me demandais pour la 3e capsule sur comment réduire les impacts des biens inconscients, est-ce que ça va se traduire aussi par certaines recommandations de pratique, notamment à l'intention des comités d'embauche de nouveaux professeurs? L'objectif, c'est d'être le plus pratique possible et surtout le plus concret possible. Donc, pour un biais en particulier qui serait peut-être relié aux stéréotypes, par exemple, pour un groupe en particulier, quelles sont les questions que l'on doit se poser, quelles sont les mesures que l'on peut mettre en place pour faire en sorte de minimiser l'impact d'un biais en particulier dans le processus de recrutement, que ce soit l'analyse du CV, mais aussi peut-être l'entrevue, et puis partager un peu toutes les bonnes pratiques de toutes les universités qui vont être autour de la table pour s'assurer que ce soit applicable le plus facilement possible. Puis je pense que ça va être intéressant aussi quand on va avoir avancé plus sur la question de l'excellence, peut-être de faire un croisement aussi de ce qu'on va avoir trouvé en termes de pratiques, de redéfinition de la notion d'excellence et la notion de bien conscient. Je pense qu'il va y avoir... Excellente idée, oui. Merci. Merci. D'autres questions, commentaires sur la formation interuniversitaire? Des propositions, des demandes de formation? Non. On n'a plus de temps. Ben,
ben, si jamais vous pensez à quelque chose, faites-nous le savoir ou nous écrire un courriel. Donc, je pense qu'il est temps de prendre une bonne pause. Donc, merci.